Bonjour et bienvenue, je suis Rosie Brand et je suis en compagnie des membres de l'Orchestre de Chambre des Lions avec son directeur musical Vincent Valls, Florian Laforge et Mathieu Nevéol. Bonjour Rosie. Bonjour Rosie. Merci de nous accueillir. C'est quoi cette formation et qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui? Alors en fait, la raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est avant tout d'essayer de pallier au manque qu'on a tous connu musiciens là, depuis les quelques derniers mois, évidemment, au vu de la situation sanitaire. Donc on a décidé de se réunir et de proposer un temps d'échange entre nous déjà pour se faire plaisir, jouer ensemble, et puis proposer notre musique et notre art à notre public qui nous suit d'habitude, et puis au public néophyte et à ceux qui souhaitent nous suivre actuellement. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était que chacun arrive avec des œuvres qui lui sont chères et de proposer. Donc, Mathieu a proposé un certain nombre de pièces qui sont écrites pour cette formation, Florian aussi. On a décidé ensemble ce qu'on allait jouer. On a choisi quelques petits extraits qu'on va vous présenter dans les minutes à venir. Et je crois qu'on va commencer par du Vivaldi, il me semble. Voilà. Donc, dis-nous quelques mots, s'il te plaît. Oui, donc j'ai proposé la sonate numéro 1 de Vivaldi, en sol mineur, pour violon et basse continue. Alors c'est assez original de jouer ça en trio, donc violon, piano, violoncelle, parce qu'à l'époque c'était joué donc souvent avec viole de gamme, clavecin, guitare, théorbe. Voilà. Il faut expliquer que le morceau c'est une suite de pièces, et il y en a plus, nous on va juste faire 2 extraits. Voilà, là il y a 4 mouvements, et donc nous allons jouer la sarabande et la courante. Voilà, qui sont deux danses traditionnelles. Exactement. La sarabande qui est une pièce lente et la courante, pardon, un peu plus allante. Et donc j'ai entendu, c'est les danses? D'accord, à l'époque c'était fait pour faire danser en fait. Voilà, exactement. Donc on va attendre ça. Exactement. C'est un peu comme les suites de Bach. Pour violoncelle, par exemple. Voilà, sarabande, gigue, allemande, qui étaient des danses qu'on prenait, qui étaient à l'origine populaires et qu'on prenait qu'on a puisé dans certaines régions d'Europe. Voilà, et qu'on a incorporé. Ensuite à la... Ça marche. Sarabande, on y va? C'est parti.
Waouh! Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Franchement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écouté quelque chose en live. Je suis vraiment touchée. Je suis étonnée comment ça sonnait. C'était super. Merci Rosie. Il y a un petit truc d'ailleurs qu'on a oublié de dire tout à l'heure pour expliquer. On a parlé du continuo, de la viole de gambe et du clavecin. En fait, il faut savoir que la façon dont la musique était composée à l'époque, il y avait tout ce qui était mélodique et thématique, au violon, aux instruments solistes. Et puis les instruments qui accompagnaient se servaient avec comme base une basse chiffrée. En fait. Donc il y avait juste la ligne de basse qui était écrite avec des chiffrages d'accords, un peu comme quand on prend les recueils des chansons de Jean-Jacques Goldman ou un truc comme ça aujourd'hui, avec des accords qui sont marqués et puis on les joue à la guitare, on les joue au piano. C'était un petit peu la même chose, sauf que c'est une écriture qui est très spécifique, avec des renversements, et c'est un langage qu'il faut apprendre, et ça rend aussi chaque interprétation unique. Unique, tout comme le lien que peuvent avoir les musiciens avec leur instrument. Et en fait, on a une spécificité aujourd'hui avec Mathieu, qui en plus d'être un éminent et un très grand violoniste, a cette double casquette que d'être aussi luthier. J'ai commencé à construire des instruments avec mon grand-père quand j'avais 10 ans. Et la difficulté aujourd'hui de trouver des instruments avec un son très spécifique, de qualité, est complexe parce que les prix des instruments anciens sont devenus très élevés, quoi. Donc, on va juste dire des Stradivarius, des Guarnerius qui partent à 3, 4, 5 millions d'euros. D'ailleurs, qui ne sont même pas sur le marché, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est souvent des prix inaccessible. C'est ça. Et la passion donc, du travail du bois, et puis surtout la recherche d'un son en particulier. Donc les instruments que je fabrique, celui-ci il est de 2011. C'est toi qui l'as fait? Voilà, oui. Waouh! Donc celui-là, je l'ai construit en 2011. J'étais encore, mon atelier était encore à Paris à ce moment-là, dans le 18e. Et c'est un modèle que j'ai abouti, qui est inspiré directement de l'école de Brescia. C'est la tradition italienne du XVIe, XVIIe siècle. Voilà. C'est la même époque que le Vivaldi qu'on vient de jouer, d'ailleurs. Oui. Ça. Il y avait 3 écoles, c'est ça? Il y avait Crémone, Venise, non, il y avait Milan aussi, il y en avait plusieurs. Les deux plus connus, c'est surtout Brescia et Crémone. D'accord. Qui ont vraiment marqué l'évolution de l'instrument. Puis qui sont à l'origine même de l'instrument aussi. Ça prend combien de temps en fait? Moi, je ne me rends pas compte. Alors, en moyenne, c'est 250-300 heures de travail. Après, ça peut être plus ou moins rapide en fonction des finitions aussi. Personnellement, ma préoccupation, c'est la sonorité. Donc, c'est un style vraiment très rustique. Je ne sais pas si on peut voir là. Mais c'est pas du tout la tradition, notamment de l'école française à Mirecourt, où il y a des gens qui travaillent de manière extrêmement soignée, magnifiquement. Le bois, le vernis, voilà. Tous les éléments qui Si, alors moi je me suis intéressé beaucoup au vernis parce que ça change la sonorité de l'instrument. D'accord. Parce que le vernis, c'est pas que la couleur, le vernis, c'est les quantités de couches qui sont superposées,
qui font que ça change la sonorité. Parce que quand on parle du son d'un instrumentiste, on dit il a un son chaud, il a un son froid, il a un son puissant et tout, mais il y a aussi une très grande part qui est liée à l'instrument. Bien sûr. Et donc il faut que chacun trouve l'instrument qui lui convient avec le son qui lui convient. Et, C'est énormément lié à l'instrument, mais également la façon de jouer. Il y a des musiciens qui sont persuadés que parce qu'ils achètent, on leur prête le violon d'un grand musicien ou le violoncelle d'un très grand musicien, ils vont avoir exactement le même son. Évidemment, ça ne marche pas. Donc c'est plus complexe que ça. Voilà. Toi, tu joues quoi comme instrument Du violoncelle. Oui. Merci, à part ça. À part ça, moi, c'est un instrument moderne, hein, vraiment, qui date de 2005, donc un peu plus vieux, un peu plus ancien que celui de Mathieu. Et puis, c'est un violoncelle qui vient de Dijon, mais qui a été fait par un Allemand. Voilà. Tu veux nous dire 2-3 mots sur Schubert? Je crois que c'est ça que tu as choisi. Ouais, alors moi j'adore ce compositeur, c'est d'un lyrisme absolu. C'est une des premières fois dans l'histoire de la musique où on entend des mélodies autant romantiques comme ça. Et là, notamment cette première mélodie que vous allez certainement reconnaître parce qu'il s'agit également de la musique d'un très grand film qui a remporté également l'Oscar de la meilleure musique. Alors Schubert, on peut dire qu'il a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film. Et donc ce film, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Un compatriote de Rosie. Ouais, tout à fait. Américain aussi. Et puis il est sorti en 75 ce film. Et donc il a remporté l'Oscar du meilleur film ou de la meilleure musique. Je crois que c'est la meilleure musique, ça c'est sûr. Et vous allez donc certainement reconnaître cette phrase-là qui est immense, hyper lyrique. Ensuite, au milieu, ça s'emballe, ça s'enflamme. Là, le Schubert romantique, il est à 200%. Il est à 200%. Quoi. Il y a des fortissimos. C'est très rare à cette époque-là de trouver des nuances si extrêmes. Il y a des pianissimos et il y a des fortissimos. Quoi. Ouais. C'est assez incroyable. Et, on sent un peu toute la pesanteur de la destinée humaine dans cette musique, je trouve. Voilà. Ah, j'ai hâte. Allez.
Florian, c'était exactement comme tu as dit, il y a les fortissimos, il y a les tout petits fortissimos, parce que c'est tellement dramatique. Et on entend, franchement, c'est quelque chose que je vois pas normalement en public, c'est les visages, vous êtes tellement dedans aussi. Et on entend les voix, ils sortent tout seuls. Le prochain, il sera comme ça, non? Avec plusieurs voix. Le prochain, oui, le prochain morceau, en fait, c'est une pièce que j'ai choisie. C'est une pièce d'Astor Piazzolla. Alors évidemment, c'est un changement assez drastique d'esthétique, mais c'est un compositeur que j'affectionne particulièrement. En plus, on va célébrer l'année prochaine, dans les mois à venir, le centenaire de sa naissance. Ah, wow. Astor Piazzolla, donc, qui était bandoneoniste argentin, bien connu évidemment du XXe siècle. Bandoneoniste? Le bandoneon, c'est Okay. une sorte d'accordéon typique argentin. En fait, au départ, c'est allemand, mais c'est la musique qui a été utilisée pour notamment tout le tango et les tangos traditionnels. Et donc, Astor a énormément voyagé. Il est venu étudier en France avec Nadia Boulanger. Il a vécu aux États-Unis, je crois, parce que ses parents étaient sur New York. Donc, il a incorporé tout ce brassage de culture, de jazz, de musique classique, de musique traditionnelle dans sa musique. Et puis, c'est devenu un soliste international. Il a joué partout, il a énormément voyagé dans plusieurs formations, quintet, nonette, voilà, énormément de compositeurs très Donc très tu te vois un peu dedans. Je ne sais pas si je me vois dedans, parce que je ne compose pas comme lui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, sa musique est sensationnelle. Et là, elle est très en vogue depuis quelques années. Énormément de gens se la sont appropriés et la jouent en concert, parce que ça apporte une touche vraiment très rythmique et très jazzy. Voilà, c'est très contrastant par exemple par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et donc j'ai proposé à mes collègues de jouer une pièce qui est extraite d'un cycle, le cycle de l'Ange, donc qui a été composé par Astor. Et nous, on va jouer La Muerte del Ángel, donc La mort. La mort. C'est une belle mort, on va voir, parce qu'en tout cas, le morceau est vraiment très réussi. Alors, il s'agit d'une fugue. Oui. Une fugue, c'est un procédé d'écriture contrapuntique. Contrapuntique, c'est un mot barbare, mais ça veut juste dire qu'en fait, on pense la musique horizontalement, plus que verticalement. Ça fonctionne évidemment au niveau de l'harmonie, mais on essaie de porter une importance capitale et particulière à chaque voix. Et donc, le principe de cette fugue, et comme toutes les fugues, celle de Bach, de Shostakovich, toutes les fugues qui peuvent exister, il y a le thème, le sujet qui est exposé. Alors là, en l'occurrence, il sera exposé au violon. Le même sujet vient quelques mesures plus tard au violoncelle. Et puis, dans un troisième temps, c'est le piano qui rentre, toujours en reprenant le même motif, jamais dans la même tonalité. En général, ça fonctionne par quinte, puisque c'est le cycle des quintes, c'est un intervalle de musique. Voilà, et donc la version que nous allons jouer, c'est une version qui a été arrangée par un des musiciens d'Astor. Violoncelliste, exactement. José Bragato, qui écrivait beaucoup de ses musiques pour les cordes, puisqu'il était familier. Et voilà, donc c'est la version d'Astor Piazzolla, la version de Bragato de ce morceau, La Muerte del Ángel d'Astor Piazzolla.
ça. C'est une belle Il y a mort, du hein. peps, hein? C'est une belle fin quand même pour un Vraiment. Ça, c'est incroyable. Et c'était quoi ce truc avec un... En fait, comme on l'entend, c'est une musique qui est très rythmée et donc il y a un côté percussif, même dans la façon d'attaquer, l'instrument, le piano et tout. Et en fait, les tangueros, ils jouent, ils font de la percussion avec ce qu'ils ont sous la main. Donc ça peut être sur la guitare, sur le violon, ils tapent, c'est juste pour montrer les contretemps. Voilà, Ah, wow. bon, je l'ai fait comme j'ai pu, mais en tout cas, c'est un peu l'idée, quoi. L'arrangeur, la Bragato, il est violoncelliste et du coup tous les beaux thèmes, ils sont violoncelles. ouais. C'est vraiment l'arnaque. Ouais, Bragato, en fait, c'était le violoncelliste du XXe siècle en Amérique du Sud. Hein. C'était vraiment. Il était violoncelle solo à l'orchestre. l'opéra. C'est lui ouais. qui a fait l'arrangement. Ouais. Ouais, tout à fait, D'accord. ouais. Avec Piazzolla. Avec Astor, mais en ouais. fait, comme il était vraiment spécialiste des cordes, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans la fosse, c'est lui qui s'occupait de tous les enregistrements, toutes les sessions d'enregistrement. Buenos Aires. À Buenos Aires, ouais. Pendant l'âge d'or, en fait, la discographie là-bas et tout ça. Donc, il avait vraiment une grande connaissance et un grand réseau au niveau des instrumentistes à cordes, en tout cas. C'est pour ça que Piazzolla, de façon intelligente, quand il y avait des trucs à écrire pour la corde, se tournait vers lui. C'était son violoncelliste. Il avait aussi 2 violonistes qui ont joué tout au long de sa carrière avec lui. Bah, Mais, c'est ça, de l'extérieur, moi j'ai vraiment entendu l'accordéon, comment tu dis Le bandonné. Ouais, le Voilà. bandonneon, ouais. On ouais, entend c'est vraiment, dans l'écriture, avec les soufflets, il y a beaucoup de crescendo, des coups d'archet en poussant, où on essaye de vider toute l'air du bandonnéon, hein, c'est un peu le même principe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de retrouver la substance en fait et l'idée qu'il y a derrière la tête de ce que le compositeur avait en tête. D'ailleurs, pour parler de facture instrumentale, Ouais. il y a peu de gens qui le savent, mais il y a certains bandonnéons qui sont très recherchés parce que l'alliage qui est à l'intérieur de la caisse de l'instrument, des lames Ouais. donc qui sont en métal, il y a certains instruments du début du XXe siècle, je crois, qui ont un son très spécial parce que D'accord. c'est les Parce seuls que à ce avoir, métal-là voilà, et ces lames-là, d'accord. c'est les seuls à avoir Et ce, ouais. ce son-là. Mm. Donc je sais qu'il y a des bandéonistes qui recherchent. Non, mais c'est intéressant comme démarche aussi pour nous, les instrumentistes, d'essayer de toucher à différents styles, à différentes esthétiques, voilà, de se l'approprier en tout cas et d'en faire une retransmission, une retranscription. Et là, on a eu un petit temps d'échange particulier puisque la prochaine pièce que l'on joue, il se trouve que c'est une pièce de ce monsieur à ma droite qui a plusieurs cordes à son arc ou à son archer, devrais-je dire. Puisque en plus d'être luthier et violoniste, il est aussi compositeur. N'est-ce pas, monsieur Neveol? Voilà, donc j'ai apporté une romance. Et donc elle a été composée en 2014 dans le style un petit peu du Salut d'amour de Elgar. Mhm. Bravo. C'est du l'amour d'Elgar. Elgar qui avait composé un des plus grands concertos pour violoncelle du répertoire. Tout à fait. Ok, on va jouer cette romance. On va voir Avec plaisir, ouais. si le compositeur est satisfait de l'interprétation qu'on va en faire. On va faire de notre mieux.
Franchement, thank you, Mathieu. Je suis tellement impressionnée. Tu es à la fois violoniste, luthier et encore, il compose. Il ne fait pas trop de pression pour vous de jouer avec le compositeur? Ah si, carrément. Enfin, il était très méticuleux. Ouais, et puis surtout, il est hyper méchant en fait, donc c'est on est toujours en méga pression. Ouais, il donne des coups d'archer comme ça dans le dos. Il est énervé, enfin c'est... Non, non, mais... Enfin, j'espère qu'on a fait honneur à ta pièce. Non, puis il a une vision super Merci précise. beaucoup, surtout d'avoir accepté de la jouer. Non, mais c'était une création. En plus, Aujourd'hui, oui, dans c'était cette la version. première fois en plus que j'avais le plaisir Ah. de Bah, la écoute, jouer. c'est très agréable en tout cas pour nous de découvrir de nouveaux Merci. répertoires. Et puis bravo. Je voulais juste, on arrive à la fin de l'émission, on va terminer en musique. Donc je voulais avant tout vous remercier tous les deux du fond du cœur d'être venus. On se reverra très vite, soit en formation comme ça réduite de musique de chambre, soit à l'orchestre. Enfin, il y a plein de très beaux projets à venir. Donc voilà, en tout cas un grand merci. Merci à toi, Vincent. Merci à toi. De rien. On a décidé de terminer cette présentation musicale avec aussi une pièce un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une hora, qui est la danse traditionnelle roumaine. Donc je vais demander Exact. à Florian de nous montrer la hora, s'il te plaît. Au Tu sais violoncelle faire la danse ou pas? Ah non, ah oula. Non, pas. Ok. Voilà, c'est un répertoire traditionnel roumain donc qui fait vraiment beaucoup référence et qui a pris énormément dans la technicité où le violon a une place très importante. Et le violon dans toute sa technicité, sa rapidité, sa vélocité. Donc dans ce type de répertoire, il y a une utilisation intense des différentes techniques d'archer notamment. Oui. Il y a, enfin, Alors là, c'est tu vas pas- pouvoir nous montrer et Ouais, nous là, donner on un va petit pas peu. jouer Ora Staccato, hein, on va jouer Ora Spiccato. Ouais, Ora Staccato. Staccato, c'est le morceau bien connu. Ah oui, Je sais très pas cool. qui est-ce Ouais. qui l'a composé? Dinikou. Dinikou. Et ça a Ouais. été joué énormément par. D'ailleurs, il était violoniste classique, je crois qu'il était même à l'orchestre de Bucarest, D'accord. Oui, donc début 20e. il gérait quoi. Ah oui, oui, et il jouait aussi la musique folklorique, Voilà. magnifiquement. Et Heifetz a joué ça. Voilà, enregistré. Heifetz l'a entendu dans un restaurant, je crois. Un jour, il a trouvé la mélodie incroyable, et donc il a fait une transcription. Ouais, qu'on a Célèbre. entendu. Voilà, dans Voilà, c'est une pièce qu'on. Alors, celle qu'on joue là, par contre, personne, enfin très peu de gens la connaissent. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que voilà, quand on a un chef-d'œuvre, en tout cas une pièce, alors ça peut être d'une simplicité incroyable ou alors un truc de très complexe, mais quand il y a quelque chose qui est touchant, les gens se l'accaparent. Enfin, c'est ce qui est normal, les interprètes ont envie de se l'approprier. On en a parlé tout à l'heure avec la musique de Piazzolla. Et pour Ora Staccato, ce qui est fou, c'est que c'est une pièce pour violon de folklore et Maurice André l'a joué, masterisé et l'a transcrit à la trompette avec un staccato démentiel. C'est une des pièces qui a contribué aussi à sa célébrité et tout ça. Complètement. Donc c'est ça qui est agréable et qui est bien dans la démarche, c'est que la musique c'est fluide en fait, on peut se passer les éléments. Voilà, donc est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est que le staccato déjà? Voilà, donc staccato, le geste technique qui est au violoncelle aussi, alto, au violon. Donc c'est un mouvement rapide avec le bras comme ça. Dans l'archer, dans un seul sens. Ah, donc ça c'est en poussant et après il y a aussi en tirant. Donc, ça, c'est... Et il faut maîtriser l'énergie que tu mets. Voilà, parce il faut que que ce soit régulier. Ouais, l'archer s'arrête en fait. Il y a des petits Voilà. arrêts. Il y a réguliers. une pause. Ouais. Donc là, tu le fais sur une corde à vide, on se rend pas bien compte, mais tu peux nous jouer le début d'Ora Staccato pour voir ce que ça donne dans la. Oui. C'est en quel ton Mi bémol majeur. Wow. Bravo. C'est ultra chaud ça, non? C'est super dur. Staccato, il y a très peu de violonistes qui arrivent à le sortir aussi bien. Aussi vite Et aussi vite. Hein, ouais. et aussi clean. Donc, Il y en a qui le c'est font très très vite. Oui, mais c'est très dur. D'accord. Et donc, le spiccato, pour revenir à notre pièce finale. Alors le spiccato, là c'est un geste qui est beaucoup plus courant en musique classique. C'est vraiment tirer, pousser rapidement. En utilisant le rebond de l'archer, vraiment. Voilà. Et donc, le morceau qu'on va jouer, ça utilise cette technique. Exactement. Et j'aime autant vous dire que c'est rapide.
Donc, on a hâte d'entendre ça. Moi, j'aimerais juste dire merci encore. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être là. Merci à J'espère que toi, c'était un plaisir pour vous aussi. Et on espère que vous nous joindrez à la prochaine. Vous nous rejoindrez. Vous nous rejoindrez. Bah, peut-être la prochaine fois en anglais, on ne sait pas. Prochain rendez-vous avec l'Orchestre du Chambre de Lyon. Très bien, merci.